Ok, let's go. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce Rookscast numéro 30, si je ne m'abuse. Aujourd'hui, on va changer complètement. On va plus parler physiologie du grand, on va plus parler d'anatomie, on va plus parler de toutes ces petites choses. On va partir sur un petit peu l'aspect psychologique qu'on avait déjà vu avec l'acceptation dans l'épisode 4. Et aujourd'hui, on va parler de la peur à travers 2 podcasts. Ok? Et oui, parce que cette sensation désagréable qui nous serre le ventre, par exemple, quand on doit prendre la parole en public ou alors qui nous fait hésiter avant de dire, certaines choses à quelqu'un. Quelque chose qui va nous empêcher de démissionner d'un taf qui nous rend complètement malheureux ou qui vous paralyse avant de sauter d'un plongeoir. Et bah, la peur, on la vit tous les jours, plus ou moins, à différentes échelles, mais on en parle juste très peu. Comme si c'était un petit peu honteux d'avoir peur, comme si les gens courageux n'avaient jamais peur. Et ben, spoiler alerte, bien évidemment, vous en doutez, ben c'est faux, complètement. Le courage, c'est pas l'absence de peur, c'est juste agir malgré elle, malgré la peur. Et aujourd'hui, on va voir un petit peu tout ça. On va voir ce que c'est la peur au final d'un point de vue biologique et psychologique. Et oui, parce que c'est bien plus complexe parfois qu'il n'y paraît. On va voir pourquoi notre cerveau nous fait avoir peur des choses qui ne sont pas dangereuses. Pourquoi les différents visages de la peur du danger physique, la peur du jugement, la peur de l'inconnu, la peur de l'échec. Ces différents visages de celle-ci et comment elle peut nous paralyser ou au contraire, dans certains cas, nous protéger, puisqu'à la base, c'est quand même un petit peu son, son quoi son but. Son but initial, ouais, c'est ça. Et ensuite, dans le prochain épisode, on va voir comment apprivoiser et dépasser ses peurs. Donc, écoutez bien le premier, et la suite, ce sera pour la semaine prochaine, comme d'habitude. Allez, c'est parti. On commence par les mécanismes biologiques. La peur, c'est quoi? C'est juste une émotion primaire. Et primaire, qu'est-ce que ça veut dire? Non, c'est pas comme les couleurs. Ça veut juste dire qu'elle est câblée dans notre cerveau depuis des millions d'années. C'est juste le fruit de notre évolution. Parce que tout simplement, nos petits ancêtres qui n'avaient pas peur du lion, ils se faisaient bouffer par le lion. Et ceux qui avaient peur, ils ont survécu, ils ont eu des enfants, etc., etc. Donc vous êtes juste le descendant de personnes qui ont eu peur au bon moment, grosso modo. Donc ce qui fait que le circuit de la peur, il est dans le cerveau. Imaginez, vous marchez dans la forêt et vous voyez quelque chose bouger dans les buissons, en une fraction de seconde, ce qui se passe dans le cerveau, c'est quoi? Première étape, il y a l'amygdale. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est une petite structure en forme d'amande, d'où son nom d'ailleurs au passage, qui est située au centre du cerveau. Et c'est grosso modo le détecteur de menace, c'est le système d'alarme. Et elle va recevoir l'information visuelle avant même que vous ayez conscience de ce que c'est, que vous ayez consciemment identifié ce qui bouge. En 20 millisecondes, donc c'est plus rapide qu'un clignement d'œil, elle a décidé danger potentiel. L'exemple, c'est du coin de l'œil, vous voyez une forme sombre par terre qui ressemble à un serpent. Votre cœur il va s'accélérer avant même que vous ayez réalisé que c'est juste un bâton qui traîne. Voilà. Donc l'amygdale, elle a réagi avant votre cortex. Le cortex concernant la partie consciente. Donc première étape, l'amygdale. Ok. Deuxième étape, le corps va se préparer à l'action. L'amygdale derrière, elle va activer votre système nerveux sympathique et elle va activer le mode combat ou fuite. Et en quelques secondes, votre cœur va battre plus vite pour envoyer plus de sang aux muscles. Ensuite, en parallèle plutôt, la respiration va s'accélérer pour amener plus d'oxygène. Les muscles vont se tendre pour être prêts à courir ou à se fighter contre le lion. Les pupilles vont se dilater pour mieux voir. Vous allez transpirer pour réguler la température si jamais vous devez courir. Et la digestion s'arrête parce que c'est pas le moment de digérer, ça on s'en fiche. Le but c'est d'envoyer tout le sang, etc., tout ce qu'il faut aux muscles et au reste du corps pour pouvoir faire taillot ou alors faire un combat contre le grizzly. Ok. Et on a aussi en parallèle du glucose qui est libéré dans le sang pour avoir suffisamment d'énergie pour se barrer. Et c'est pour ça que quand vous avez peur, vous allez sentir votre cœur qui va battre la chamade, vos mains vont devenir moites, la bouche devient sèche, et parfois il y a une petite envie d'aller aux toilettes, voilà, parce que le corps se délaisse du non essentiel. Ça, c'est pour l'étape 2. Étape 3, qu'est-ce qui se passe? Il y a le cortex préfrontal qui va évaluer quelque chose. Quelques secondes après, donc la partie rationnelle de votre cerveau, qui est à l'avant, d'où le nom de préfrontal, ça va prendre le relais. Et lui, il va analyser, il va dire, attends, 2 secondes. C'est vraiment un serpent ou c'est pas juste un bâton, le machin là? Et s'il conclut c'est un bâton, il va envoyer un signal pour calmer l'amygdale. Et là, votre corps, il est censé se détendre progressivement. Si par contre il conclut c'est un serpent, et là, vous allez faire taillot, et tout ce que l'amygdale a mis en place va servir finalement. Ou alors vous fichez sur place parce que vous êtes tétanisé, mais ça, c'est pareil. C'est pas bon. Et derrière, le problème moderne, qu'est-ce que c'est? C'est les fausses alarmes. Et le système, il est génial pour survivre à des prédateurs, parce que c'est de là qu'on vient finalement. Mais dans le monde moderne, il n'y a plus trop de lions au coin de la rue, et pourtant l'amygdale, elle va continuer de sonner l'alarme pour des menaces qui ne sont pas physiques, comme par exemple prendre la parole devant 50 personnes. Il n'y a pas de danger de mort, mais l'amygdale, elle va crier danger. Si vous envoyez un message à quelqu'un qui vous plaît,
Il y a toujours pas de lion en vue, hein, mais c'est même c'est la même réaction physique. Ou encore si vous passez en entretien d'embauche. Là, c'est pas forcément quelqu'un qui vous plaît, c'est juste qu'il vous faut un taf. Et bien pourquoi? Parce que pour nos ancêtres, pardon, être rejeté du groupe social, ça équivalait à une condamnation à mort. Si vous étiez seul dans la savane, c'était cuito, ça. Grosso modo, vous aviez clairement beaucoup moins de chances d'y survivre et de faire des enfants et aujourd'hui, de donner des descendants, quoi. Donc, votre cerveau, il a appris à traiter le rejet social aussi comme un danger mortel, finalement. Il l'a assimilé de la sorte. Donc, le résultat, c'est votre corps, il réagit de la même façon devant un examen oral que devant un nounours. Enfin, plutôt un ours. Un nounours, ça fait un peu trop mignon. C'est complètement absurde, mais c'est clairement réel. Par exemple, Sarah, qui doit présenter son projet devant le conseil d'administration, la veille, elle va pas forcément avoir le meilleur dodo, quoi. Le matin, elle a mal au ventre, etc., etc. Même si elle a écouté tous les podcasts. En montant sur scène, ses mains vont trembler, sa voix est serrée, son cœur va battre à 140, 150, et biologiquement, son corps, il est en mode combat contre un prédateur. Sauf qu'il n'y a pas de prédateur, juste des collègues qui l'écoutent. Et c'est possible que grâce au podcast que Sarah a écouté, elle pourra mieux gérer. Mais tout ça, vous le verrez par la suite. Ok? Voilà pour un petit peu l'aspect biologique, ce qui se passe au niveau de votre corps concernant la peur. Et comme on l'a dit dans l'intro, la peur, elle a différents visages. Elle ne se limite pas justement à la peur du danger physique. Il y a plusieurs aspects. Donc, effectivement, la peur du danger physique, ça on en a parlé, c'est la plus légitime. La peur du vide, la peur du feu, des animaux dangereux, de la vitesse, etc. Cette peur, elle est souvent utile. Elle vous empêche juste de faire des bêtises qui peuvent vous mettre un peu un chaos technique et puis bye bye, quoi. Parce que Tom qui fait de l'escalade à 15 mètres du sol, s'il regarde en bas et qui sent la peur monter, ses mains elles vont transpirer, il va hésiter. Et cette peur va juste lui rappeler de bien vérifier sa corde, par exemple, de se concentrer. L'idée, c'est de le protéger. Mais parfois, cette peur, elle va devenir irrationnelle. Et c'est là où ça peut devenir une phobie. Et quelqu'un qui refuse de prendre l'ascenseur, même au 2e étage, qui ne peut pas traverser un pont même s'il est solidement construit, la peur, elle est juste pas proportionnelle au danger réel. Et là, il y a un petit souci. Autre visage, ça peut être la peur du jugement. Là, on part sur une peur sociale. Et c'est sans doute la peur la plus répandue finalement dans notre société moderne. La peur de ce que les autres vont penser. La peur d'être ridicule, d'être rejeté, d'être moqué, d'être critiqué. Et c'est cette peur qui va nous pousser à ne pas lever la main en classe ou en réunion parce qu'on a peur de dire une bêtise, de porter des vêtements conformes parce qu'on a peur de se démarquer, de ne pas danser en soirée parce qu'on aura peur d'être jugé sur notre mauvais déhanché, ou le déhanché qu'on pense mauvais plutôt. Ou alors de rester dans un boulot médiocre, parce qu'on aura peur d'un jugement de la famille par rapport à la reconversion, etc. Ou encore une fois, de ne pas forcément poster sur les réseaux sociaux par peur des commentaires négatifs. Mais bon, parfois ne pas poster, c'est aussi une bonne idée, on va pas se le cacher. Qu'est-ce qu'on a par exemple? Marc, il a une idée super pendant une réunion. Et il va ouvrir la bouche pour la partager, puis il se dit non, et si finalement ça plaisait pas à tout le monde, s'il y en a 2-3 qui allaient se foutre de ma gueule, et si mon chef trouvait ça stupide. Du coup, l'idée elle meurt dans sa tête et il y a quelqu'un d'autre qui la proposera peut-être 6 mois plus tard et qui sera félicité. Et là, Marc il se dira mince, j'aurais peut-être dû ouvrir ma gueule finalement. Cette peur du jugement, elle nous vole notre authenticité, notre créativité et nos opportunités qui vont avec. C'est bien ça le problème. Donc voilà pour la peur sociale. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? La peur de l'inconnu. Ah, celle-ci, elle est pas mal. Peur du changement. Le cerveau aime quand c'est prévisible. Même quand la situation actuelle elle est nulle ou éclatée, au moins elle est connue. L'inconnu, lui, c'est incertain. Et l'incertitude, ça active l'amygdale. Et c'est pour ça qu'on reste dans une relation qui ne rend pas heureux. Au moins, c'est connu, on le sait. C'est pour ça qu'on garde un job éclaté. Au moins, on le sait à quoi s'attendre. Qu'on déménage pas dans une ville où on aimerait aller, parce que ça peut être trop de changements, parce qu'on a peur. Il faut changer de métro, il faut développer de nouvelles habitudes, etc., etc. Ou alors juste parce qu'on lance pas un projet. Ou notre projet, quelque chose qui nous tient à cœur, parce qu'il y aurait trop d'incertitudes. Et notre cerveau, il va préférer un malheur connu à un bonheur certain. Et vous avez tous, en écoutant ça, eu un exemple en tête, mais on va vous en donner un autre. C'est Julie. Simple, elle déteste son taf depuis 3 ans. Et elle, ce qu'elle voulait, c'était devenir prof de yoga parce qu'elle a eu cette lumière il y a quelques années. Elle a les diplômes, mais elle saute pas. Elle se demande et si j'ai pas de clients, et si je gagne moins, et si je regrette. Alors elle reste dans son taf, elle est juste malheureuse, mais c'est une misère familière. L'inconnu lui fait plus peur qu'un malheur connu, encore une fois. Et je suis sûr que vous avez des idées en tête ou que ça vous rappelle certaines choses. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir? Un peu dans le même genre, peur de la perte de contrôle ou la peur de l'échec. Derrière beaucoup de nos paralysés, il y a juste la peur d'échouer. Et ça rejoint la peur du changement. Si je ne tente pas, je ne peux pas échouer. Et si je n'essaie pas le sport, je ne serai jamais mauvais. Si je ne postule pas à ce job, je ne serai jamais rejeté.
Et cette logique, elle semble protectrice, mais elle vous condamne juste à stagner. Voilà, c'est tout simple. Parce que beaucoup d'entre nous se sont demandé si on aimerait plutôt, se pas demander, aimerait courir un marathon. Mais on a peur de ne pas arriver à le finir, de se blesser, d'être dernier, et du coup on s'inscrit pas. Et résultat, c'est sûr qu'il y a 0% de chance de réussir quelque chose si vous tentez pas de le faire. Donc la peur d'échouer va elle-même créer l'échec. Et cette peur, elle est amplifiée par notre culture qui va glorifier le succès et qui va surtout cacher les échecs. On voit les gens réussir, mais on voit rarement, voire quasiment jamais finalement, leurs dizaines de tentatives ratées auparavant. Et c'est valable pour tout. Et beaucoup vous le diront. Sur Instagram, vous voyez souvent quelqu'un poster j'ai lancé mon entreprise, 100 clients en 3 mois. Et vous voyez pas les 4 années où il a testé cette idée et où tout était game over. Voilà, les nuits blanches, les moments de doute, vous comparez juste votre coulisse au spectacle que vous voyez sur les réseaux, ou ailleurs, peu importe. Et vous avez peur de ne pas être à la hauteur pour quelque chose qui est finalement pas aussi réel que ce que vous pensez. Et ça rejoint quoi d'autre? La peur du succès. C'est paradoxal, mais ça peut être réel. Et c'est contre-intuitif, mais certaines personnes ont peur de réussir. Pourquoi? Alors ça paraît très abstrait, mais parce que le succès, ça pourrait tout changer. Vous auriez plus de responsabilités, plus d'attentes, plus de visibilité. Et si je suis pas à la hauteur, qu'est-ce qui se passe? Si les gens découvrent que je suis un imposteur. Ouais, le syndrome de l'imposteur. J'ai réussi, mais c'est de la chance. Et un jour, ils vont découvrir que je suis complètement éclaté, que j'ai pas ma place. Par exemple, Alex, il a été promu manager. Et au lieu d'être heureux, il est terrifié. Et s'il ne sait pas gérer une équipe? Et s'il déçoit son patron? Et si ses anciens collègues le détestent? Et il envisage même de refuser la promo. Tout ça parce qu'il ne se voit pas forcément à sa juste valeur. Alors, comment la peur nous paralyse, finalement? Elle a différents visages. Vous êtes reconnu dans certains, voire plusieurs. Dans certains, voire plusieurs, c'est la même chose. Dans un, voire plusieurs, voilà, c'est ça que je voulais dire. Parce que la peur, elle a 3 modes fondamentaux d'action face à une menace. Soit combattre, soit fuir, soit se figer. Et dans nos vies modernes, se figer, c'est le plus fréquent. La paralysie décisionnelle. Face à une décision importante, et avec incertitude, le cerveau préfère ne rien décider. C'est clairement moins anxiogène, c'est plus simple. Sauf que ne pas choisir, au final, c'est juste un choix. Et c'est souvent le pire des choix. Si Thomas, il hésite entre 2 jobs, l'une est sûre mais ennuyeuse et l'autre est excitante mais risquée. Il hésite tellement qu'il va finir par perdre les deux parce qu'elles ont été prises par quelqu'un d'autre. La peur de choisir, de mal choisir, l'a paralysé en aboutissant au pire scénario. Alors qu'il avait juste à dire oui. Au pire, qu'est-ce qu'il risquait? C'est ça la question. Autre chose, la procrastination. Je le ferai demain. Demain, c'est moins anxiogène qu'aujourd'hui. On n'a pas forcément besoin de se poser la question. Sauf que demain devient après-demain, et puis ça devient la semaine prochaine. Et au final, il n'y a rien qui se passe. Par exemple, Emma, qui veut lancer son blog depuis 2 ans, elle a 50 brouillons d'articles. Mais elle ne le publie jamais. C'est pas encore assez bien. Elle est perfectionniste. Alors elle se dit que demain, elle aura une autre idée pour l'améliorer. En réalité, elle a peur des commentaires, de l'indifférence, du jugement, alors elle repousse indéfiniment les choses. Et finalement, elle fait jamais rien. Mais ça mène aussi un petit peu à de l'auto-sabotage. Parce que parfois, la peur, elle nous pousse à saboter nos propres chances de succès. Et comme ça, l'échec, c'est pas de notre faute. C'est clairement pas de notre faute. Si David, il a un entretien important, mais qu'il sort boire des coups la veille et qu'il rentre à 3h du mat, le lendemain, c'est sûr qu'il va être un petit peu éclaté à son entretien. Et là, il va se dire, c'est parce que j'étais fatigué. En vérité, inconsciemment, il s'est donné une excuse pour échouer. La peur du rejet l'a poussé lui-même à se saboter. Je vous laisse réfléchir à ça. On a parlé avant de la simplicité des choses, du fait de ne pas se pousser. Parce que la zone de confort, c'est un petit peu notre prison dorée. C'est cette zone où tout nous est familier, tout nous est prévisible, tout nous est sûr finalement. C'est confortable. C'est une prison. Et rien de nouveau n'arrive. Il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de découverte. Il n'y a pas de vie qui est, réellement intense. Si vous imaginez un cercle, au centre, c'est vous. Autour, c'est tout ce que vous connaissez. C'est vos routines, vos habitudes, vos chemins familiers, votre chemin pour aller au taf. C'est la zone de confort, c'est votre bar, etc., etc. Et juste autour, c'est la zone d'apprentissage. C'est là que vous grandissez. C'est un peu inconfortable, mais c'est gérable. Apprendre une langue, un nouveau sport, parler à des inconnus. Et un peu plus loin, c'est là où ça devient intéressant. C'est la zone de panique. Trop difficile, trop anxiogène. Sauter en parachute sans formation. Et le problème, il est là. Et vous le voyez venir. C'est que la peur va vous coller au centre. Vous allez refuser même d'explorer la zone d'apprentissage. Et c'est là où vous allez stagner. Sophie a fait le même trajet pour aller au travail depuis 5 ans. Et un jour, le GPS lui propose
propose un nouveau chemin, 5 minutes plus rapide. Elle refuse en se disant, je connais mon chemin, ça fait 5 ans que je le prends, il sera pas plus rapide. C'est rassurant, même si c'est sous-optimal. Et la peur du nouveau, même mini, elle change tout. La conclusion, c'est quoi? C'est que la peur, c'est juste un mécanisme de survie qui est devenu dysfonctionnel aujourd'hui dans notre monde moderne. Et parfois, elle nous protège, mais très souvent, et trop souvent, elle va juste nous paralyser. Et le fait de comprendre son mécanisme biologique, d'identifier ses différents visages, le danger, le jugement, l'inconnu, l'échec et le succès, et de reconnaître comment elle nous paralyse, c'est la première étape. Et je pense que vous allez pouvoir réécouter ce podcast pour vous en imprégner et surtout penser à certaines situations dans lesquelles vous avez été et où vous vous êtes dit, ouais, finalement, j'aurais peut-être pu faire les choses différemment. C'est ce qu'on va voir dans le prochain épisode. On va voir comment apprivoiser cette peur, comment la traverser et comment agir malgré elle. Parce que le courage, c'est pas l'absence de peur, c'est juste l'action en présence de peur. Ok? Ouais, je vous laisse cogiter là-dessus. En tout cas, merci de m'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain podcast. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like si vous êtes sur YouTube, quelques étoiles sur les plateformes de podcast. Et puis on se retrouve bientôt pour la suite de tout ce petit podcast. Allez, ciao, la bise.